Bonjour à tous. Il y a juste un an, pour retracer le parcours et la vie d'Adolphe Crémieux, avocat et homme politique français du XIXe siècle, dignitaire de la franc-maçonnerie et promoteur de l'Alliance israélite universelle, j'avais réalisé une émission sur cette organisation qui suscite toujours autour d'elle mythes, mystères et fantasmes. Prenant sûrement copie sur cette structure à New York en 1843, les fondateurs du Mnebrit, traduction les fils de l'Alliance, voulaient créer un système d'entraide humanitaire et de bienfaisance pour les Juifs émigrant aux États-Unis face à des conditions d'installation et de vie difficiles. De nos jours, à côté des organisations officielles interlocutrices des pouvoirs publics, telles que le Consistoire, le FJU, le CRIF, où se place le Mnebrit ? Quel pouvoir a-t-il ? À qui s'adresse-t-il ? Qu'apporte-t-il en plus ? Qui ou que représente-t-il ? 5 premières questions que je poserai à mon invité. Ancien président de la loge Moshe Dayan, ancien président du Mnebrit régional Côte d'Azur, élu national au FJU et membre de la délégation FSJU Nice, membre du bureau exécutif du CRIF Sud-Est, président du groupement des pharmaciens Pharmasur de Nice, Laurent Sedbon. Bonjour. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Avec vous, nous allons parler pendant cette demi-heure du Mnebrit et pour présenter le Mnebrit, on regarde et on écoute. L'organisation du Mnebrit est exclusivement réservée aux Israélites et comprend plus de 500 000 frères et sœurs dans une cinquantaine de pays. Alors tout d'abord, Laurent Sedbon, où est-ce qu'on se trouve les principales loges ? Combien y en a-t-il en France et quels sont leurs effectifs ? Alors en France, cumulés. Voilà, cumulés. Alors en France, il y a actuellement un peu moins de 60 associations mnébrites qui sont des loges, mais qui sont des associations indépendantes, qui sont situées dans toute la France, mais principalement dans la région parisienne, où l'on trouve environ 27 à 28 loges dans toute la région parisienne. Le reste des loges des associations mnébrites est réparti dans l'est de la France, région de Strasbourg principalement, dans l'est, sur la Côte d'Azur, qui est la deuxième région de France où on compte le plus de membres. Il y a 8 loges, 8 associations mnébrites sur la Côte d'Azur.
Il y a donc ensuite la région de Marseillaise, Aix-en-Provence, où on trouve aussi 6 ou 7 loges dans cette région-là. Et il y a la région Rhône-Alpes-Dauphiné, où il y a aussi quelques loges là-bas. Voilà. Et dernièrement, il y a eu une installation d'une loge qui s'est créée à Deauville aussi. Voilà. Excellente idée. Il y a toujours du soleil à Deauville. Voilà, il y a toujours du soleil et il y a de quoi faire. Alors tout ça comprend combien à peu près Voilà, alors environ... sur la Côte d'Azur, par exemple, il y a environ 250-260 membres. Et globalement, en France, on peut compter qu'il y a environ 1400 membres. Alors, entre la mise en place du système d'entraide humanitaire et de bienfaisance pour les Juifs migrants aux États-Unis, ceci au XIXe siècle, et puis maintenant, 2023, de nombreuses années, même des siècles se sont passés. Alors, Laurent Sedbon, de nos jours, tout d'abord, comment on pourrait définir le Mnébrite ? Est-ce que c'est une association secrète ? On n'entend pas beaucoup parler du Mnébrite. Est-ce qu'elle est composée de philanthropes, d'amis, de relations ? Alors, c'est pas une association secrète, loin de là. On n'en est plus là. Effectivement, il y a eu quelques années où on parlait de... le mot est un peu fort peut-être, mais de secte. Mais c'est pas une secte, c'est une association. Est-ce que c'est à l'image des francs-maçons ? C'est à l'image des francs-maçons. On peut dire que le système de fonctionnement du Mnébrite, en général, est un peu calqué sur ce qui se fait en franc-maçonnerie, puisqu'il y a des membres, il y a un rituel, il y a une intronisation. Ne rentre pas qui veut, il y a aussi un parrainage, donc c'est destiné, on va dire, à toute personne qui est de confession juive, ou convertie, bien sûr, avec certificat, et pour accéder, il faut être, comme la franc-maçonnerie, parrainé. Voilà. Qu'est-ce qu'on vient chercher au Mnébrite ? Est-ce qu'on vient chercher de l'aide, de l'amitié, peut-être des relations humaines ? Il y a beaucoup de ces choses-là. Déjà, les relations humaines... Est-ce qu'on peut se faire sauter ses PV, par exemple, avec le Mnébrite ? Voilà, alors ça c'est... Parce que ça se fait, c'est l'image... Chez les francs-maçons, ça se fait. C'est l'image de nos amis de la franc-maçonnerie. En fait, on ne fait pas sauter les PV, non, pas du tout. Ce qu'on vient chercher au Mnébrite, déjà, on vient chercher des relations humaines et l'amour du prochain, déjà. Parce que je rappelle simplement que les fondements du Mnébrite... En fait. Voilà, les fondements du Mnébrite, il y a 3 piliers essentiels. C'est l'amour fraternel, l'harmonie et la fraternité. Voilà, c'est ce qui caractérise le Mnébrite. Donc on vient chercher, et la bienfaisance. Et la bienfaisance, j'oublie bien sûr, la bienfaisance. Donc on vient chercher de l'aide, effectivement. On vient chercher aussi une élévation culturelle et spirituelle, puisque les membres des associations Mnébrites, ce sont eux qui, en principe, font un travail de présentation de sujets. C'est comme dans la franc-maçonnerie, un petit peu. Chaque personne est à même de présenter un sujet qui l'intéresse et de le développer devant les autres personnes. Voilà. Donc on cherche un petit peu de la culture, on cherche de l'amitié. Il faut un certain niveau intellectuel quand même. Il faut un certain niveau intellectuel, mais en fait, les personnes qui rentrent, il y a une élévation, une émulation naturelle qui se fait par la suite après. Voilà. Quelle est la composition socio-culturelle justement des membres du Mnébrite ? Alors, franchement, c'est très très varié. Il y a des professions libérales, il y a des chefs d'entreprise, il y a des artisans. Vous y êtes depuis combien de temps à peu près ? Moi, je suis depuis environ 18 ans. Est-ce que ça a évolué au fil du temps ? Ça a évolué un petit peu en fil du temps, effectivement. Ça a évolué un peu en fil du temps. On cherche, en principe, l'idée est un petit peu de chercher des personnes qui vont amener leur propre réseau. C'est beau, il y a beaucoup de réseaux aussi. On cherche des personnes qui peuvent amener quelque chose à l'association aussi. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là ont une richesse matérielle, on va dire. La richesse est aussi spirituelle, dans les relationnels, intellectuels et spirituels. Laurent Sedbon, tout à l'heure vous parliez justement d'une image qui collerait un petit peu à la franc-maçonnerie. Comment est structuré le Mnébrite ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie ? Vous avez dit qu'il y avait quelque chose comme ça. Il y a des rites, donc automatiquement, il y a des choses à respecter. Alors, toutes les associations, elles fonctionnent sur le même principe. Il y a un président, normalement, donc un président élu, choisi par les membres. Il y a un vice-président ou 2 vice-présidents. Oui, comme dans toute association. Voilà. Un trésorier. Là aussi. Voilà. Et un secrétaire
Comme dans toute association. Par contre, ce qu'il n'y a pas, comme dans toute association, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un poste de gardien. Il y a un gardien, c'est-à-dire que le gardien, c'est un personnage très important, c'est celui qui est en charge de conserver tout ce qui appartient à l'association. C'est-à-dire qu'il y a un fanion, par exemple, il y a une menorah, voilà. Ça, le gardien est en charge de veiller à ce que tout se passe bien, à surveiller les personnes qui rentrent lors des tenues, des réunions de l'association. Il y a des personnes qui rentrent, il est en charge de vérifier si la personne est bien du Mnébrite ou pas. Voilà. C'est un rôle important. Il n'y a pas dans l'association où il y a un gardien on appelle le gardien des traditions. C'est une référence visuelle, morale, intellectuelle. C'est un petit peu ça, oui. C'est un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on fait pendant les réunions ? D'abord, est-ce que vous appelez ça réunion ? Je crois que on n'appelle pas ça réunion, on appelle ça des tenues. Parce que ça se tient, on se tient. Donc on appelle ça des tenues. Et à chaque tenue, il est abordé un sujet. Alors dernièrement, par exemple, on a abordé mercredi soir le monde virtuel. Oui. L'intelligence artificielle et le monde virtuel. C'est un sujet très intéressant qui a été fait par... alors là, ce coup-ci, c'était pas par un membre de l'association, c'était par le fils d'une personne qui est dans l'association, qui est spécialiste en intelligence artificielle et qui nous a fait ce sujet-là, un sujet exceptionnel. Voilà. Après, les sujets sont très variés. On parle on va peut-être y venir plus tard. De la vie juive, bien sûr. Bien sûr, de la vie juive. On parle d'art, beaucoup d'art. On parle de musique. De littérature. De littérature aussi. Voilà. C'est assez varié. Et chaque personne qui a un sujet qui lui tient à cœur propose ce sujet-là à une commission qui s'appelle la commission culture. Dans chaque association mnébrite, il y a une commission culture qui se réunit et qui fait un programme pour toute l'année. C'est-à-dire que on va avoir, à partir du mois de septembre jusqu'au mois de juin, un programme qui est déjà prédéfini avec chaque tenue. Donc ça se passe tous les mercredis. Chez nous, ça se passe le mercredi. Un mercredi par mois, il y a un sujet qui est abordé. Je reviens au rite. Chez les francs-maçons, par exemple, puisque j'ai fait une émission sur les francs-maçons, donc j'avais bien potassé, on n'a pas le droit, quand on rentre chez les francs-maçons, on ne parle pas pendant un an, on n'a pas le droit de parler pendant un an. Est-ce qu'il y a la même... Non, il n'y a pas cet impératif. Effectivement, les apprentis chez les francs-maçons, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas s'adresser pendant 2 ans. Ils regardent pendant un an. Ils regardent, ils observent, ils sont en observation, et on appelle les apprentis. Hein. Donc les apprentis, ils observent. Alors au Mnébrite, c'est pas comme ça du tout. Combien de temps Il n'y a pas de durée. La personne a le droit de s'exprimer. Simplement, il y a juste une chose importante, et c'est là où il doit demander la parole. Il doit demander la parole. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la parole. On ne prend pas la parole comme ça. C'est-à-dire qu'on demande la parole, on lève la main. Difficile pour un journaliste. Voilà. Difficile. On lève la main, on demande la parole en levant la main, et là, une personne qui est dans le bureau observe et dit tu as la parole. À ce moment-là, la personne, elle n'est pas assise sur sa chaise, elle se lève, debout, et elle se met ce qu'on appelle à l'ordre. Il y a un rituel, et là on se met à l'ordre. Et là, elle peut parler. Voilà. C'est quand même un peu moins contraignant que chez nos amis où il faut attendre 2 ans. Absolument. Laurent Sedbon, quand on est adhérent à une autre organisation, je sais pas, au FSJU ou même au consistoire par exemple, est-ce qu'on peut aussi participer au Mnébrite ? Ah oui, il n'y a pas de cumul des mandats, comme on dit chez nous. Non, il n'y a pas de... Non. Et souvent même, c'est intéressant parce que souvent, les membres du Mnébrite ont plusieurs casquettes, effectivement. C'est-à-dire casquettes associatives principalement. On a beaucoup de casquettes associatives, communautaires. Moi, je suis aussi au FSU, au CRIF Sud-Est aussi, mais d'autres personnes. Qu'est-ce que vous faites au FSU, vous faites ? Qu'est-ce qu'on fait au FSU ? On fait de la bienfaisance. Voilà. On fait aussi ce que fait le Mnébrite, on fait aussi de la bienfaisance, mais de manière différente. Mon invité cette semaine, Laurent Sedbon, membre du Mnébrite. Lorsqu'on arrive sur le site du Mnébrite Côte d'Azur, on apprend premièrement que c'est une association de loi 1901, deuxièmement que l'objet de l'association c'est de travailler à la réalisation des plus nobles aspirations de l'humanité en inculquant à ses membres les principes les plus purs de philanthropie, d'honneur et de patriotisme en assistant des déshérités et en soutenant des institutions culturelles. Laurent Sedbon, je présume que ces engagements que l'on demande à chaque nouveau membre qui adhère, ou alors ce sont simplement que des vœux pieux, des souhaits, des désirs, et puis on laisse ça de côté ?
Non, c'est ça, il doit tout de suite... C'est des souhaits, oui, mais c'est des souhaits, mais on demande quand même un engagement. Oui, on demande un engagement. On ne fait pas venir des personnes pour qu'elles soient spectateurs, on demande aussi un engagement. Et d'ailleurs, cet engagement, il est prononcé quand la personne rentre au Bnei-Brit, à l'heure de son intronisation. Il y a un engagement qui est prononcé ce jour-là, très très fort, envers ces valeurs que vous avez évoquées. De nos jours en France, à côté des organisations officielles interlocutrices des pouvoirs publics, telles que le Consistoire pour le culte, le FSJU pour le social, le CRIF pour les relations avec les politiques, quelle est la place accordée au Bnei-Brit ? Alors le Bnei-Brit, il est un petit peu polyvalent. Il est à part, il est à l'intérieur, à l'extérieur. Il est complètement à l'intérieur. De nos jours, il est complètement à l'intérieur, complètement visible et complètement transparent. Mais est-ce qu'il vient supplanter, par exemple, compléter. Le CRIF ? Non, il ne vient pas supplanter. Il vient compléter, et à tous les niveaux, que ce soit au niveau communautaire. Comment il le complète ? Comment il complète, par exemple, le CRIF ? Il complète le CRIF. J'ai un petit exemple, je vous donne un exemple. Le Bnei-Brit de France a une commission, a plusieurs commissions nationales, notamment une commission BDS, qui est la lutte contre le BDS, une commission politique. Et ces commissions travaillent chaque année sur certains sujets et on édite quand on peut, quand le travail est réalisé, c'est un travail qui dure 1 an et demi, 2 ans, on édite des brochures. Donc complémentaires. C'est pour ça que je dis que c'est complémentaire, puisque on a édité il y a quelque temps, après je donne à Alexandre, voilà, un livre blanc. Voilà, Alexandre va nous dire le titre. Livre blanc pour la citoyenneté et contre l'antisémitisme. Voilà. Un livre blanc européen, c'est un travail de la commission politique, d'accord, et qui a été édité il y a 4 ans. Livre blanc européen pour la citoyenneté contre l'antisémitisme. Réflexion du Bnei-Brit de France 2017. Voilà. Donc c'est un complément par rapport à ce que fait le CRIF national, et c'est un complément par rapport à ce que fait aussi les communautés. Aussi. Vous avez d'autres exemples ? On en a d'autres, un peu plus récents. Voilà. Un travail qui a été fait par la Commission Israël sur Jérusalem. Jérusalem, regard croisé, Jérusalem, différentes perspectives, publication du Bnei-Brit de France. Voilà. On peut le voir. Ces livres sont disponibles. Voilà. Un des derniers est très important qui a été édité, puisque ça... représentation du conflit israélo-arabe dans les manuels d'histoire de classe terminale. Ah oui, voilà. Une étude du Bnei-Brit de France. Alors, il faut savoir que cette étude qui a été réalisée par la commission Israël a apporté ses fruits, puisque suite à ça, les éditions Magnard ont retiré certains passages dans le livre de terminale qui traitent de manière un petit peu, on va dire, indélicate du conflit israélo-palestinien. Et c'est suite à ce livre blanc qui a été donné au ministère de l'Éducation nationale. Et la force est importante, puisqu'on a réussi à faire retirer dans les livres d'histoire, au terminal, certains sujets qui sont un peu délicats. Là, c'est du concret. Voilà. En dehors des 2 loges d'Antibes et de celle de Cannes, 5 coexistent. Il y a 5 loges qui coexistent à Nice. Léon Ashkenazi Manitou, Golda Meir, Mazel Tov, Moshe Dayan et Théodore Herzl. Alors, première question, pourquoi autant de loges à Cannes ? Est-ce que la démographie israélite de Cannes est la seule explication, ou alors elles ont chacune leur spécificité ? Combien il y a de participants dans chaque loge ? Alors, les participants, ça va de 15 à 80 membres. Oui, environ. Les 7 de 15, elles devraient plutôt s'allier ensemble. Voilà. Alors, est-ce que c'est utile ? Comme vous avez dit, Alexandre, très bien, il y a une question de territorialité aussi, puisque... De territorialité. Voilà. Oui, puisque les membres, quand on habite à Cannes et quand on habite à Nice, comme les réunions... Là, je parle simplement des loges de Nice. Hein. Ah, des loges de Nice. Non, je pensais qu'on évoquait les... En dehors des 2 loges d'Antibes et de celle de Cannes. Voilà, alors, en dehors des loges d'Antibes, il y a 5 loges à Nice. Pourquoi 5 loges à Nice qui représentent, voilà, on peut dire c'est entre 20 et 80 membres à Nice. Pourquoi ? Parce que chaque loge a sa spécificité. Et au départ, c'est des loges aussi qui se créent avec des amis aussi, parce que c'est des cercles d'amis qui créent des loges au départ et qui recrutent après. Et chaque loge a sa propre existence, sa propre histoire. Et aussi, il y a aussi une tranche d'âge. On fonctionne aussi un peu par tranche d'âge. Alors, il y a des loges un peu plus âgées sur Nice, plus anciennes, plus âgées, des loges un peu plus jeunes. Et chaque loge a un programme très très particulier. Est-ce qu'on n'est pas plus fort quand on est regroupé ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, on est plus fort quand on est regroupé. Mais on ne peut pas
regrouper aussi 200, il y a environ à Nice 200 membres, 180 membres. Il est difficile de regrouper 180 membres dans un même projet, dans un même but, chacun, et ça c'est l'esprit juif qui parle, chaque personne a sa propre personnalité et chaque personne a ses idées. Il est difficile, déjà nous dans des loges de 40 personnes, il est difficile d'arriver à tout concrétiser. Alors en faisant une loge de 180 personnes, c'est beaucoup plus dur. Et puis en plus, le maillage est très important. Le maillage territorial est très important puisque on peut avoir des personnes qui sont sur Nice, mais qui habitent sur Saint-Laurent-du-Var, qui ont habité à Cannes-sur-Mer, qui habitent à Beaulieu. Et ça, c'est important puisque ces personnes qui habitent en dehors aussi, elles ont des contacts privilégiés avec les personnes de leur ville aussi. Et on a souvent besoin des pouvoirs publics pour arriver à nos fins, quoi. Je lis que les combats du Mnébrite sont lutte contre l'antisémitisme et le racisme, solidarité en France et à l'international, développement de la culture juive et transmission de la mémoire de l'Holocauste. Comment ça se manifeste sur le terrain, en dehors des livres que vous avez édités ? Alors, il y a donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a différentes commissions. Il y a une commission nationale de mémoire aussi, qui parle de l'Holocauste. Il y a une commission nationale mémoire et qui fait ses activités principalement en visioconférence. Et il y a des sujets qui sont abordés en visioconférence. Il y en a avant, il y en a dans pas longtemps, là, par une loge de Marseille. Et en fait, on essaie d'intervenir un petit peu sur des sujets, sur ces sujets-là, spécifiquement un peu par contact direct avec... au coup par coup. Voilà, contact direct, au coup par coup. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire des réunions sur ce genre de sujet-là. C'est plutôt de l'action, comme on fait pour le BDS, par exemple, puisque c'est très important, le BDS. Il y a eu un document je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a un document qui est sorti sur le BDS, un livre blanc sur le BDS qui est sorti là, qu'on aura l'occasion j'ai rediffusé une émission, je crois, il y a 2 ou 3 semaines. Voilà. BDS. Sur le BDS, on a eu ce livre blanc qui est sorti maintenant, et c'est plutôt on essaie de faire de la vigilance aussi, et le réseau des membres amène des informations essentielles pour ces commissions-là. Sachant que les discussions politiques et religieuses sont prohibées au sein de l'organisation, je l'ai lu dans mes antisèches, je vais évoquer 3 points quand même qu'il faut m'expliciter. La première, la vocation du Mnébrite, c'est la défense du sionisme d'Israël. Dans ce cadre, il soutient la politique et la pérennité de l'État d'Israël et le mouvement sioniste. Bien sûr, comme toutes les associations juives. Quel que soit le gouvernement, qu'il soit de droite, de gauche, vous soutenez. Je ne pense pas que nous, on peut dire on soutient pas un gouvernement, quel que soit le gouvernement, à partir du moment où ça va dans le sens... En fait, vous soutenez Israël. On soutient Israël, on ne soutient pas le gouvernement, on soutient Israël à partir du moment où ça va dans le sens des valeurs que nous, on inculque à nos membres et dont on se réclame, à savoir la fraternité, la bienfaisance, l'harmonie et la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre le négationnisme. À partir du moment où ça va dans ce sens-là, on soutient Israël en général. C'est difficile qu'Israël aille à l'encontre. Voilà. Donc on soutient Israël dans sa globalité. On ne soutient pas une formation politique en Israël. En Israël, une réforme judiciaire initiée par Benjamin Netanyahou vise à abolir l'indépendance ou le parti pris, vous choisirez, politique sur la Cour suprême, sur les décisions du gouvernement, modification qui a créé depuis plus de 2 mois des remous, des manifestations, des échauffourées entre partisans et opposants. Est-ce que le Mnébrite a pris une position ? Écoutez, à ma connaissance, le Mnébrite France n'a pas pris de position à ce sujet-là, puisque c'est vraiment un sujet très 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 interne à Israël, et pour pouvoir juger vraiment en profondeur, il faut vraiment à 3000 km de distance, c'est difficile quand même. 3000 km de distance, et puis vraiment il faut être au cœur du sujet pour pouvoir juger, et c'est un sujet qui est assez compliqué. Être israélien. Et puis être israélien aussi. Sachant, je vous rappelle que les discussions politiques et religieuses sont prohibées au sein de l'organisation. Pourtant... Alors, je vous interromps, prohiber, c'est pas le bon mot. Parce c'est peut-être écrit quelque part, mais c'est pas le bon mot. J'interviens juste sur ce sujet-là, puisque on est en plein dedans, puisqu'il y a une commission politique nationale au Mnébrite France qui s'occupe
de politique. Mais quand on parle de politique prohibée, ce qui est prohibé, entre guillemets, c'est de faire de la politique politicienne, c'est-à-dire de dire que voilà, on va soutenir un candidat, le Mnébrite va soutenir un parti, un candidat, ça c'est prohibé. Par contre, on parle de politique et on essaye de faire du lobbying politique et ça marche. Je peux vous dire que ça marche puisque la commission politique du Mnébrite France intervient avec le président Philippe Meyer, avec les instances politiques françaises à très très haut niveau. Et ils sont reçus par les ministres. Quand il y a des sujets qui sont abordés comme ceux-là, on a eu un entretien avec le ministère de l'Éducation nationale quand même pour le livre sur le conflit israélo-palestinien. Donc on ne fait pas de politique politicienne, mais on fait de la politique. Et la politique est un des fondements du Mnébrite aussi. Alors justement, en 1986, l'association organisa des réunions avec des politiciens français, des représentants du Parti socialiste, du mouvement des radicaux de gauche, le Rassemblement pour la République, c'est-à-dire le RPR à l'époque, et ils ont demandé justement à ces politiques de s'engager à ne passer aucune alliance avec le Front National, position d'ailleurs qui vous a été reprochée sûrement par certains autres partis. Pour la prochaine élection présidentielle, bon, même si c'est un petit peu lointain quand même, est-ce que le cas peut se reproduire ? Oui, je pense que le cas va se reproduire, oui. Je pense que le Mnébrite ainsi que les organisations communautaires qui nous dirigent, notamment le CRIF national, le mot d'ordre général et du CRIF et du Mnébrite qui fait partie du CRIF intégrante, puisque des membres du Mnébrite sont membres du CRIF aussi. Le Mnébrite, la position, c'est de faire barrage aux extrêmes, quels que soient les extrêmes. Donc quand on parle d'extrême, on parle aussi bien de l'extrême droite que de l'extrême gauche. Donc je pense pas que... Je m'avance peut-être, je suis pas... C'est mon avis personnel, mais je pense que c'est l'avis du Mnébrite France aussi, et ça a toujours été le cas, ça va continuer, barrage aux extrêmes, et ça c'est, on va dire que c'est viscéral, je pense, plutôt. Laurent Sedbon, comme toutes les associations, il y a un petit problème. Il y a un problème avec les cotisants, il y a un problème avec le bénévolat. Est-ce que vous avez aussi vous-même ce type de problème ? Une raréfaction des bénévoles, et puis... Une liquéfaction un petit peu. Des cotisants. Voilà, oui, effectivement, on sort d'une période un petit peu très difficile de 3 ans, presque 3 ans de Covid, et malheureusement, on a perdu un peu de force vive, on va dire, entre le vieillissement des membres aussi, plus le Covid. Le Mnébrite, et je pense que pas que le Mnébrite, mais le Mnébrite, je peux vous en parler, a perdu pas mal de force vive, et du fait du Covid. Bon, on essaye maintenant de faire remonter la situation, puisqu'on encourage vivement les loges à procéder à ce qu'on appelle la désinitiation, donc à faire rentrer des nouveaux membres. Et sur la Côte d'Azur, il y en a eu 2 depuis le début de l'année. Si on veut s'inscrire aussi, comment on fait ? Il faut être parrainé, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut être parrainé, c'est par connaissance. Il faut connaître un membre du Mnébrite. Moi, je vous connais, mais est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, une adresse internet, une adresse email ? Il y a les membres qu'on connaît. Quand on connaît un membre du Mnébrite, lui a le contact de la personne. Donc voilà. Il doit aller, lui, à la pêche. Et quand on veut rentrer au Mnébrite, si on connaît des membres, il faut manifester un petit peu un intérêt pour rentrer. Alors, moi, entre autres, de mes fonctions. Il n'y a pas un lieu. Il y a des lieux de réunion. Non, il y a pas. Il y a des lieux de réunion. À Cannes, c'est le centre communautaire. À Antibes aussi, c'est le centre communautaire, par exemple, puisqu'on parle de ce côté du département, de Nice, côté de Nice. Et à Nice, il y a un local du Mnébrite. Alors effectivement, ce qu'on fait nous dans ces cas-là, c'est que quand on a des connaissances, on les invite à venir voir les sujets que l'on traite en tenue ouverte. Ça s'appelle une tenue ouverte. On invite des futurs membres à venir écouter les travaux, à venir participer. Donc Alexandre, vous êtes le bienvenu à la prochaine. Rai Musicorn sera là dans une semaine. J'allais en parler, oui. J'allais en parler, oui. Voilà. Il sera là, alors, j'espère que... Rai Musicorn, je le connais depuis, je ne veux pas dire, 30 ans, c'est vrai. Je le connais depuis 30 ans. Depuis les années 80-90. Alors, vous voyez. Oui, Rai Musicorn sera le 4 mai. Et c'est un très grand ami. Au Consistoire, et pour son nouveau livre, Les Magnifiques. Et franchement, je vous invite tous à venir au Consistoire de Nice le 4 mai.
parce que franchement, on va passer un très très bon moment. Connaissant Haïm depuis aussi très longtemps. J'ai commencé à lire son livre. Ah oui, c'est... On apprend beaucoup de choses. Oui, oui, donc c'est le lundi 4 mai, je crois, au consistoire de Nice. Je crois que c'est un lundi, c'est le 4 mai. Donc je vous invite à venir nombreux pour écouter Haïm Musican. Mon invité ce matin était Laurent Sedbon, membre du Mnébrit, ancien président de la loge Moshe Dayan, ancien président du Mnébrit régional Côte d'Azur, élu national du FSJU et membre de la délégation FSJU Nice, membre du bureau exécutif du CRIF Sud-Est, président du groupement des pharmaciens Pharmasure de Nice. En répondant à mes questions, il nous a initiés à tout ce qu'on a voulu savoir sur le Mnébrit sans oser le demander. Exactement. Merci Laurent Sedbon, merci pour votre disponibilité. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup pour cette invitation et à bientôt pour peut-être un sujet sur notre association. Et pourquoi pas.